Hello et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Il est temps que je fasse mon bilan de novembre, duquel j'enlève évidemment les mangas puisque je fais des vidéos à part sur le sujet. Donc là je vais me concentrer autour du roman principalement. Avec une première lecture 2 étoiles, Christmas Time to Kill d'Okeanos, dark romance de Noël. J'en ai lu parce qu'on a de la demande en fait, tout simplement en tant que libraire, et j'avais envie un peu de me tenir au courant de ce qui se fait, mais clairement la dark romance ce n'est pas pour moi, donc je vais pas m'attarder dessus. C'était 800 pages autour d'une enquête où j'avais deviné le coupable, donc déjà la partie suspense, c'est un peu loupé pour moi. Et puis j'ai vraiment du mal avec les personnages qui sont censés être sombres et torturés, et je trouve que de ne pas travailler sur ces traumas, en fait, ça fait pas quelqu'un de sombre et torturé, ça fait juste quelqu'un de... va voir un psy, quoi. Mais bon, je suis pas le public pour, clairement. Je suis contente de l'avoir lu dans le sens où, voilà, je peux le recommander et je sais de quoi ça parle, et je m'adapte aux demandes, mais à titre vraiment personnel, c'est pas du tout ma tasse de thé. 3 étoiles maintenant. The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy de Brigitte Knightley. Alors un titre très long en anglais, paru chez Calix il me semble. C'est un peu le phénomène romantasy qui a affolé les réseaux depuis quelques temps. Donc j'avais envie de le lire évidemment, et comme j'avais l'opportunité de le lire en service de presse numérique, je me suis jetée sur l'occasion. Et je comprends ce qui plaît. C'est vrai que c'est un vrai enemies to lovers, qui sont ennemis même jusqu'au bout du tome 1. Donc c'est assez chouette, l'univers est plutôt cool. Mais ça se veut très drôle, et quand ça fait rire, je pense qu'on est embarqué dans les joutes verbales, dans tout ça. Moi j'avoue que l'humour grivois ça me fait rire 3 chapitres, et après ça me saoule en fait, je trouve ça lassant parce que très répétitif. Et ça a été le cas ici, c'est qu'en fait oui j'ai pouffé et rigolé sur les 2-3 premiers chapitres, je trouvais ça drôle. Et puis après je trouvais ça redondant et un peu chiant pour ma part, donc je pense qu'il trouvera évidemment son public. Et voilà, il faut aimer un humour assez grivois, des comparaisons très poussées, très extrêmes. Mais voilà, moi c'est cet aspect-là qui malheureusement n'a pas marché, mais après encore une fois l'humour c'est très subjectif, donc il faut le lire malheureusement ou heureusement pour se faire son avis. Avec Vue sur l'Arnaud de M. Forster, un classique de la littérature britannique que j'avais très envie de lire depuis longtemps parce que c'est un classique méconnu, mais pareil, j'ai eu un peu de mal. En fait c'est en 2 grandes parties, une partie en Italie au début à Florence, d'où la vue sur l'Arnaud, et une partie en Angleterre, et en fait j'ai beaucoup plus aimé la deuxième partie en Angleterre. Sauf que du coup, toute la première partie pour moi c'était un peu long et j'ai eu vraiment du mal à rentrer dedans, alors qu'il y a 300 pages à peu près, je crois, à peu de choses près. J'ai beaucoup aimé la plume, très cynique, évidemment la manière de se moquer des convenances et des carcans sociétaux de l'Angleterre de l'époque. Toute cette partie-là, évidemment, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que la plume était peut-être parfois un poil too much, je sais pas, enfin un peu difficile d'accès peut-être à certains moments. Et beaucoup de digressions, beaucoup de longueur, je trouve, dans la première partie en Italie. Là où vraiment j'ai trouvé la deuxième partie en Angleterre plus... pourtant qui est plus longue en nombre de pages, mais finalement plus resserrée sur les enjeux, sur les émotions, sur les personnages. Donc voilà, une bonne lecture à découvrir je pense, mais c'est vrai que je suis un peu mitigée, mais peut-être parce que j'avais des attentes trop grandes aussi. On passe aux lectures 4 étoiles, la majorité de mes lectures de novembre. Les Invocations de Crystal Sutherland, un super roman d'automne, young adulte, un peu horreur. On va suivre 3 jeunes femmes autour d'une enquête de femmes assassinées très sauvagement et de sorcellerie. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le système magique où en fait seules les femmes sont capables de pratiquer la magie, et pour cela elles doivent se faire tatouer entre guillemets des invocations qui sont en fait un pacte avec des démons. Et en fait, ce démon est lié à la femme et va lui donner une partie de son pouvoir. Il y a tout un truc évidemment sur ces invocations, mais j'ai trouvé ça assez sympa, un petit côté féministe évidemment. Et j'ai vraiment été super embarquée par l'ambiance, l'univers, l'atmosphère, les personnages. C'était vraiment une très très bonne lecture. Un petit goût d'hiver et de toi, romance de Noël toute douce, très tendre. On est sur une romance second chance puisque ce sont 2 amis qui se revoient 10 ans après. Ce que j'ai aimé évidemment c'est d'un côté le personnage masculin coréen, donc qui revient en France après 10 ans en Corée, qui a fait face un peu moins maintenant, mais il y a toute une réflexion quand même sur le racisme anti-asiatique, etc. Et de l'autre côté, une jeune femme bi, ce qui n'est pas toujours montré, loin de là d'ailleurs, qui va faire face à de la LGBT-phobie et de la biphobie notamment, et de lesbianophobie d'ailleurs. Il y a la question du harcèlement, voilà, du rejet à cause de son orientation sexuelle, que pourtant elle ne souhaite pas afficher, mais qui va être malgré elle mise à jour, on va dire, dans le cadre de son travail. Et aussi la question de la maladie chronique et du handicap, puisque elle souffre d'une maladie, fibromyalgie, pardon, j'arrive plus à le prononcer. Et il y a toute une réflexion sur toutes ces choses-là, et c'est très intéressant.
La romance en tant que telle n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus entraînant ou de plus piquant ou de plus voilà, mais ne serait-ce que pour les sujets amorcés dans la romance, je trouve que c'est vraiment très bien. Et évidemment, c'est une romance très bienveillante, un peu sexy, mais vraiment très 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 léger. C'est voilà, surtout autour des émotions et de la construction de cette histoire. Seul un monstre de Vanessa Lem, j'ai beaucoup aimé, j'étais très surprise, pareil par la manière dont l'histoire tourne, puisque je ne lis pas les résumés. Évidemment, autrice asiatique, moi ça me parle, héroïne sino-britannique, ça me parle d'autant plus, et qui fait partie d'une famille de monstres qu'elle va découvrir un peu malgré elle, c'est-à-dire qu'en fait sa famille a un pouvoir magique, en plus de pouvoir voyager dans le temps à certaines conditions. Elle va être obligée de fuir dans le passé après un événement tout à fait dramatique, et donc on est finalement à la frontière entre du fantastique et du voyage dans le temps. Et c'est cette partie voyage dans le temps à laquelle je m'attendais pas et qui est vraiment très très chouette. C'est voilà, une aventure pleine de rebondissements, etc. Le personnage de Joanne est parfois un petit peu agaçant, mais c'est aussi son caractère qui va permettre de faire avancer l'histoire, donc on comprend aussi pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé et j'étais vachement intriguée et embarquée malgré moi. Très bonne surprise encore une fois. Omnivore d'Olivier Bocquet. Alors là on change complètement de registre, on est sur un polar on pourrait dire, mais c'est surtout une critique de notre société capitaliste de spectacle qui raconte une enquête, alors avec beaucoup d'humour, mais l'enquête d'un chef cuisinier cannibale. Donc voilà, sujet tabou et puissant au possible, mais vraiment très intéressant parce que c'est vraiment dans cette réflexion sur la société et de que les médias notamment, etc. vont faire de cette affaire. Donc il y a toute une partie vraiment très intéressante et beaucoup de réflexions sur ça. En plus j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur dans une rencontre organisée dans ma ville. Pour lui c'était vraiment une critique du capitalisme, du voyeurisme, de tout ça avant tout. Et même si l'enquête est très bien faite, c'est très très entraînant, très très addictif, c'est surtout la réflexion derrière qui est hyper intéressante. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on n'est pas dans de la dystopie, par exemple contrairement à Cadavre exquis, et ça rend les choses peut-être d'autant plus dérangeantes parce que ça a un goût de c'est plausible, c'est probable, et ça fait d'autant plus peur. Donc je n'en dis pas plus, mais c'était une lecture hyper entraînante, très fascinante d'une certaine manière, qui pose des questions évidemment sur... honnêtement, si nous on allait dans un restaurant et qu'on le savait pas, est-ce qu'on ferait la différence? Je n'en suis pas si sûre. La tristesse des éléphants de Jodi Picoult, très belle lecture, pareil, très surprenante, ça prend un tournant complètement inattendu, je dirais pas en quoi, mais la fin est vraiment surprenante. On va suivre Jenna, une adolescente dont la mère a disparu il y a 10 ans et qui va embaucher, d'une certaine manière, une voyante sur le déclin et un ancien policier devenu détective privé complètement alcoolique pour découvrir enfin la vérité sur sa mère. Est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle a disparu? Est-ce qu'elle l'a abandonnée? Qu'est-ce qu'il s'est passé? On va du coup alterner les points de vue de ces personnages et une partie sur Alice, la mère, qui était une chercheuse sur les éléphants et qui travaille notamment sur la question du chagrin et du deuil chez les éléphants, mais qui permet, vu l'histoire autour de Jenna, sa fille, de réfléchir de manière générale sur le deuil et le chagrin, et c'était vraiment super intéressant. Et toute la partie évidemment sur la manière dont on traitait les éléphants dans certaines réserves, etc. C'est révoltant, donc il y a une partie inspirée de faits réels sur les éléphants et toute une histoire romanesque hyper intrigante avec du suspense, du mystère et beaucoup d'émotions de l'autre. C'était un très bon mélange et vraiment une très belle surprise sur le dénouement. La plus belle des magies, un très court ouvrage qui est fait pour se lire en 1 heure dans une collection que je ne connaissais pas. Et en fait, il y a aussi toujours l'audio pour écouter le roman. Et donc dans cette courte histoire, on est vraiment dans une vibe un peu Dark Academia, une jeune étudiante qui va se retrouver en relation avec l'élève chouchou, beau, intelligent, etc. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu. C'est dur d'en parler parce que vu que c'est très court, je veux pas trop en dire, mais voilà, on est dans une vibe un peu magie, Dark Academia, pour une lecture tout à fait ado, mais qui est vraiment bien faite, et cette collection est, je pense, vraiment très chouette, ça me donne envie d'en découvrir d'autres. Pecking Sweet d'Emily Raff, le 3e tome des Races de Jacksonville. Je continue de lire cette saga pleine de smut, même si je m'en plains quasi à chaque fois qu'il y en ait vraiment beaucoup. On retrouve le thème du polyamour comme tome 1, mais fait de manière déjà très différente, ils sont que 3 au lieu de 4, mais aussi parce qu'on reprend l'histoire des 3 personnages depuis chronologiquement le début du tome 1 quand Rachel arrive dans l'équipe. Et donc ça permet de revivre des éléments clés du tome 1 et du tome 2 d'un autre point de vue, et ça c'est assez cool, il faut bien le dire. Et il y a aussi le trope femme enceinte avec Poppy qui ajoute une autre dimension évidemment à ces questions-là sur la famille, la paternité, la maternité. Et c'est ça qui va donner, on va dire, le grain de sel
qui permet à ce tome-là d'être finalement très différent du tome 1, tout en abordant une relation polyamoureuse. Ensuite, ma seule lecture 5 étoiles, L'Or Olympus, tome 9. Pareil, je vais aller très vite dessus puisque j'en suis au tome 9. J'aime toujours autant le dessin, l'histoire, vraiment l'histoire d'amour d'Hadès et Perséphone est absolument incroyable. Et dans ce tome-là, prend des proportions juste sublimes. C'est très très émouvant, très très touchant. L'intrigue continue de se complexifier, en même temps on commence à vraiment avoir pas mal de réponses à nos questions. Donc on sent que là on arrive un peu quand même sur la fin du webtoon. En tout cas voilà, il y a des choses qui commencent à se dénouer, à se démêler et j'aime toujours autant cette saga. Et je termine avec mon coup de cœur du mois, House of Windows de John Langan, l'auteur de The Fisherman, qui revient avec un roman d'horreur, toujours dans une vibe très Lovecraftienne, mais ici on est plutôt sur la maison de la sorcière, c'est-à-dire on est dans une maison et il y a toute cette question des angles impossibles, d'un espace-temps un peu différent qui est vraiment très cool. John Langan a ce truc d'écrire des bons pavés quand même, qui sont impossibles à lâcher. Alors, je le dis tout de suite, il n'y a pas de chapitre, c'est juste 2 très longues parties séparées par un interlude, donc il n'y a pas de chapitre, on est embarqué à chaque fois, c'est 200-250 pages chaque partie sans interruption on va dire, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement prenant que franchement ça se lit tout seul. L'horreur est hyper bien amenée et j'adorerais pouvoir écrire ce qu'il écrit parce que c'est rarement gore, voire jamais, mais en tout cas il y a des scènes géniales, mais il y a toute cette horreur surnaturelle et aussi surtout cette histoire de couple avec un homme beaucoup plus âgé qui a disparu, et donc ça raconte l'histoire après par la femme restante qui décide de raconter ce qu'ils ont vécu malgré l'impossibilité de ce qu'ils ont vécu, puisque c'est plein d'événements surnaturels et impossibles. Mais voilà, il y a aussi tout un travail sur le deuil, la famille, il y a une malédiction, les rapports entre parents, enfants, couples, enfin il y a tout ça qui vient s'ajouter à cette histoire de maison un peu hantée, pourrait-on dire, mais pas dans le sens qu'on pourrait imaginer. Et c'était vraiment juste une merveille. Enfin, j'adore l'écriture de John Langan, j'adore les univers, j'adore son inspiration Lovecraftienne, mais sans jamais paraître copier quoi que ce soit. Mais ça plaît forcément quand on aime Lovecraft et ses univers. C'est bien écrit, c'est prenant. Moi j'adore, vraiment, et encore une fois, félicitations à J'ai lu pour le travail éditorial de fou. Ce livre argenté comme dans The Fisherman avec les écailles, enfin, c'est vraiment très très beau à lire, en plus d'avoir un bel objet à tenir entre les mains. Voilà pour ce court bilan de novembre. On va voir en décembre. Si on enlève les mangas, en fait je lis assez peu, ou en tout cas moins que d'habitude, mais je ne peux pas être partout. Et donc s'il y a des livres que tu as lus, que tu as envie de lire, si tu as des commentaires à faire, n'hésite pas à le faire, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.